Vue de Russie, votre chronique hebdomadaire qui analyse et décrypte la propagande de Vladimir Poutine sur fond de guerre en Ukraine avec Elena Voloshin. Bonjour Elena. Bonsoir Antoine. Cette semaine, les chaînes de télévision russes ont aussi couvert les inondations dans la région de Kherson, notamment provoquées par la destruction du barrage de Kharkovka, en accusant bien sûr les Ukrainiens d'avoir détruit ce barrage. Oui, des inondations qui, selon le dernier bilan, donc, ont fait 13 morts, aussi bien sur la rive droite du Dniepr, contrôlée par l'Ukraine, là où se trouve Kherson, donc la capitale régionale. Cette ville qui a été annexée, déclarée comme annexée par Vladimir Poutine au moment de son occupation par son armée, avant que son armée ne se retire sur cette rive gauche du Dniepr, qu'elle occupe donc désormais, et où les territoires sont également inondés. Alors, sur les plateaux de télévision russe, en plus d'accuser l'Ukraine d'avoir fait sauter ce barrage qui pourtant se trouvait donc en zone occupée, on a minimisé les conséquences des inondations pour les territoires sous contrôle ukrainien. Regardez. Sur la rive droite du Dniepr, à Kherson, temporairement contrôlée par Kiev, qui est bien plus haute que la rive gauche, les propagandistes occidentaux essaient de tourner des reportages effrayants alors qu'ils n'ont de l'eau que jusqu'aux genoux. Ils ne montrent que les inondations à Kherson, alors qu'ils n'en ont pas beaucoup. Et ce, alors même que la rive qui est encore ukrainienne, je dis bien encore, car selon la constitution russe, tout ça c'est la Grande Russie. Eh bien pour l'heure, leur rive ukrainienne est plus haute. Absolument, Zelensky s'est ramené à Kherson pour faire sa pub. Il faudrait le liquider pendant qu'il vient si près. Des appels, Elena, à assassiner le président Volodymyr Zelensky, c'est habituel sur les chaînes de télévision russes, et une compétition à celui qui est le plus inondé. Oui, tout cela est finalement assez attendu de la part de la propagande russe, qui n'a bien sûr pas non plus manqué de souligner que c'était soi-disant les Américains et les Occidentaux qui avaient commandité la destruction de ce barrage aux Ukrainiens. Et tout ceci, cela forge la perception par les Russes de ce conflit. Alors j'ai voulu aussi cette semaine me pencher sur cette question à laquelle on a tant de mal à répondre, à savoir que pensent les Russes alors que la guerre s'est exportée chez eux en Russie, puisque dans la région de Belgorod, au sud, des villes et des villages frontaliers avec l'Ukraine sont désormais bombardés chaque jour et chaque nuit. Alors voyez d'abord cet extrait de reportage à la télévision russe. À Sobolevka, 3 personnes sont mortes et 7 ont été blessées sous les obus. L'armée ukrainienne a bombardé les civils aux lance-roquettes multiples tard le soir, au crépuscule. Le métal incandescent a laissé des cratères profonds. Le maire local nous en montre un. Et les reportages de la télévision russe, Elena, insistent bien sur le fait que l'armée ukrainienne vise des civils. Oui, donc on est en territoire russe dans ce reportage, et ils insistent aussi sur le fait que les Ukrainiens ne bombarderaient les Russes que parce que ce sont des nazis et des terroristes, les Ukrainiens, qui haïraient les Russes. Quid des conséquences de cette propagande? J'ai pu joindre par téléphone une habitante de la ville de Chebekino. Elle se trouve à peine à 5 km de la frontière ukrainienne. Elle est particulièrement visée par les bombardements. Cette habitante, Ekaterina, elle a évacué avec toute sa famille, ses 2 fils, sa petite fille, vers une ville voisine, elle m'a dit, dans la nuit du 1er juin, alors que les bombardements étaient particulièrement intenses. Je lui ai demandé ce qu'elle pensait de ces bombardements sur les villes russes et si elle comprenait pourquoi la guerre était arrivée chez eux. Écoutez ce qu'elle m'a répondu. Qui nous bombardent. On le voit bien, depuis notre frontière, ce sont des Noirs. Ils parlent une langue étrangère. Il n'y a pratiquement pas d'Ukrainiens de leur côté. C'est une armée de mercenaires. Pardon, je ne comprends pas très bien. De quelle armée, de quel Noir parlez-vous? Eh bien, des Noirs, les Américains. Ai-je bien compris que vous supposez que les Américains sont entrés sur le territoire de l'Ukraine et bombardent la Russie? Oui, c'est ça. Et je ne suis pas la seule, c'est ce qu'on pense tous. Cette habitante, Elena, prétend donc qu'il n'y a pas d'Ukrainiens qui combattent en Ukraine, parce que c'est tout simplement ce que lui dit la propagande russe. Alors, pas exactement en ces termes. La propagande, elle crée surtout une certaine confusion dans les esprits. On entend plutôt à travers ce récit un mélange de plusieurs thèses propagandistes. Les Américains qui attaqueraient la Russie, les États-Unis qui seraient dominés par les Noirs et les homosexuels, toujours en termes péjoratifs, bien sûr, parce que cette propagande est aussi très raciste et homophobe. Il n'y aurait que des mercenaires aussi étrangers qui combattraient côté ukrainien, là où il n'y aurait aucune cause ou aucune autre raison de combattre que la haine. Bref, Ekaterina ressasse, mais sans vraiment grande conviction, ce que lui martèlent en longueur de journée les chaînes de télévision russes. Et parmi ces mythes propagés par la propagande de Vladimir Poutine sur fond d'exportation de cette guerre sur le territoire russe, il y a aussi le fait que l'Ukraine voudrait aujourd'hui
envahir la Russie. Écoutez un autre extrait de ma conversation avec Ekaterina. Notre région de Belgorod et celle de Koursk n'ont jamais appartenu à l'Ukraine. Pourquoi veulent-ils nous envahir? Je ne sais pas. C'est l'Ukraine qui voudrait envahir des territoires russes? Bien sûr, ce n'est pas pour rien qu'ils brûlent tout. Nous, on ne leur fait pas ça. Malheureusement, si, les Russes le font depuis plus d'1 an déjà. Alors c'est qu'on ne le sait pas. Vous comprenez? On n'est pas au courant. On se pose des questions, on a peur de se tromper, on tire des conclusions. Et si jamais on avait tort, si jamais quelque chose nous échappait dans cette politique. Mais on fait confiance à nos dirigeants qui nous disent qu'on n'est pas des envahisseurs. Nous ne croyons pas qu'on ait pu faire ça. Tant de gens sont morts, de notre côté comme du leur. Personne ne veut cela. Mais la question de savoir qui a lancé l'invasion, qui a lancé l'attaque, c'est une question importante. Cela vous concerne, c'est votre histoire. Eux, ils pensent que c'est le président Poutine qui a attaqué l'Ukraine. Quand? Comment? Par où? Vous parlez du Donbass? Oui, Kiev aussi est sous les bombes depuis le début. Nous sommes allés les aider. Et après, ça a commencé. Nous ne savons pas. Nous ne faisons pas de politique. Nous ne savons plus quoi penser. Nous avons de la peine pour tout le monde. Nous sommes pour la paix. Nous voulons juste que cela s'arrête. Des Russes, on l'a entendu, Elena, qui vivent dans une forme de réalité parallèle et une opinion toujours aussi difficile à appréhender vu de l'extérieur. Et c'est ce que dit Ekaterina qu'on vient d'entendre. Est-ce que c'est ce que pense la majorité des Russes? Alors c'est une question à laquelle il est très difficile de répondre. Selon un sondage du mois de mai de l'Institut d'études d'opinion indépendant Levada, environ 80% des Russes soutiendraient l'opération militaire spéciale, telle qu'elle est appelée, de Vladimir Poutine. Alors il y a une gradation dans ce soutien. Parmi ces 80%, il y a 25% de ce que l'on appelle les faucons qui prônent la guerre totale, 25% qui soutiennent assez fermement et 25 à 30% qui doutent, mais dans le doute, soutiennent passivement. C'est peut-être à cette dernière catégorie qu'appartient Ekaterina. Alors j'ai interrogé un autre Russe, un jeune homme cette fois, Pavel. Il est lui aussi originaire de Chebekino, mais il vit depuis plusieurs années à Saint-Pétersbourg, une grande ville au nord de la Russie, considérée comme assez libérale et progressiste. Et Pavel, il fait partie de cette jeunesse russe plutôt progressiste qui s'informe autrement que par la propagande. Son père, son grand-père et son oncle sont restés à Chebekino. Il évite de parler politique avec eux pour ne pas se fâcher. Il m'a parlé de cette rupture générationnelle dans l'opinion des Russes. Vous allez l'entendre. Nous avons décidé de rendre son témoignage anonyme pour sa propre sécurité. Écoutez. La jeune génération et même les gens plus âgés mais qui vivent dans des villes plus progressistes, ils ont conscience des faits. Mais en ce moment, tout le monde a peur parce que c'est dangereux d'exprimer son opinion, surtout publiquement. Alors on peut avoir l'impression que personne n'est en désaccord avec tout ça. Mais c'est juste que tous ceux qui sont en désaccord quittent le pays, ou bien gardent leur opinion pour eux-mêmes. Pavel m'a aussi dit qu'au sud de la Russie, dans les zones de combat, le soutien à la guerre semble légèrement s'étioler. Les symboles Z de cette opération spéciale seraient même moins présents qu'avant à Chebekino. Écoutez. Avant que tout cela n'arrive chez eux, ils étaient tous pour l'opération spéciale et affirmaient que c'était des mesures indispensables. Mais aujourd'hui, si j'ai bien compris, ils préfèrent garder le silence. Peut-être qu'ils ne veulent pas admettre qu'ils avaient tort, mais en même temps, ils ont peur. Et cette peur les force à se taire. Elena, est sur fond d'évolution de la guerre qui se déporte donc en Russie, l'opinion des Russes évolue-t-elle également? Alors question là aussi très difficile à répondre, Antoine. J'ai posé cette question au directeur de l'Institut de sondage Levada que je mentionnais tout à l'heure. Selon lui, comme la guerre ne touche pour le moment qu'une petite partie du territoire russe tout au sud de la Russie, bien que les chaînes de télévision russes le montrent sans arrêt et bien que des drones sont tombés à Moscou, la guerre paraît encore assez irréelle aux Russes. Écoutez. Ce qui se passe dans la région de Belgorod,
Oui, la guerre est proche, mais elle n'est pas encore là. Pour la majorité, elle n'est pas encore là. S'il y a une deuxième vague de mobilisation, alors là oui, une grande partie de la population va sentir que la guerre est proche. Pour le moment, cela ne se produit pas, et les autorités font tout pour l'éviter. Et comment Vladimir Poutine, lui, Elena, fait-il pour éviter que les Russes ne prennent conscience de la guerre alors que la propagande leur en parle sans arrêt? Eh bien parce qu'officiellement, en Russie, il n'y a toujours pas de guerre. C'est une opération militaire spéciale et en parallèle de ces horreurs sans cesse imputées par la propagande russe aux terroristes et aux nazis ukrainiens, tels qu'elle les appelle, eh bien cette propagande, elle rassure aussi sans arrêt les Russes sur le fait que leurs autorités gardent le contrôle de la situation. Alors si la guerre venait à toucher la Russie à plus large échelle, finalement, cela pourrait arriver demain. J'ai demandé à Denis Volkov comment les Russes pourraient réagir. Vont-ils se radicaliser dans le soutien à Vladimir Poutine ou au contraire vont-ils douter encore davantage? Denis Volkov n'a pas vraiment su quoi me répondre, mais il pense que peut-être, comme en Ukraine, eh bien, la société finalement sur fond de guerre pourrait encore davantage se souder autour de Vladimir Poutine, se souder autour de ses dirigeants. Et dans ce cas, eh bien, les Russes persisteraient tout simplement à écrire cette histoire présente de façon à l'envers, de façon parallèle. Ce serait celle d'une défense de leur territoire face à une agression. Merci beaucoup, Elena, pour toutes ces explications sur cette propagande russe, toujours aussi active. Merci beaucoup, Elena Voloshin.